Il y a gagner en performance, préserver sa santé et prendre soin de sa santé. Souvent, ça va ensemble. Parfois, quand on fait de l'endurance, on peut faire un peu plus d'écart durant l'effort parce que l'organisme à l'effort n'est pas la même chose que l'organisme au repos. Et il va avoir besoin de choses différentes. Mais la même nutrition en dehors des repas est bénéfique pour les deux de la même façon, pour la santé et pour la performance. AVS avec Philippe Robichon. AVS qu'on va décliner ce matin à votre sport, ou plutôt à votre nutrition pour le sport. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Je reçois ce matin Fabrice Kuhn. Fabrice Kuhn, oui, bonjour. Voilà, c'est comme ça que se prononce votre nom. Oui, Kuhn. Voilà. Vous êtes médecin du sport, vous avez été notamment le médecin de l'équipe de France d'haltérophilie et vous pratiquez le triathlon longue distance. Qu'est-ce qu'on appelle le triathlon longue distance ? Alors, le triathlon longue distance, il y a plusieurs distances. Ma distance favorite, c'est l'Ironman. C'est donc 3 km 800 de natation, 180 de vélo et finissant par un marathon en course à pied. Mais j'en fais pas tout le temps parce que ça demande une certaine énergie. Et donc, je fais aussi des half Ironman où tout est réduit de moitié. Bon, ça va. En tout cas, vous incarnez votre discours et vous êtes co-auteur de 101 recettes pour le sport, les sports d'endurance aux éditions Thierry Soucard. Alors, je veux dire que j'ai appris énormément de choses dans votre livre, un livre dans lequel vous livrez votre fameuse recette de l'aioli. Alors, l'aioli, je dois dire que je pensais pas que les sportifs pouvaient manger de l'aioli. La mayo, ça fait bon ménage avec les sportifs. Pas de souci si on en mange raisonnablement et puis si on l'agrémente en choisissant les bonnes huiles et en rajoutant des épices comme j'aime le faire parce que les épices apportent tellement de bénéfices pour la santé que je les ai même rajoutés dans la pyramide nutrition en fait. Vous voyez la pyramide nutrition dont on parle régulièrement. Et ben moi j'ai rajouté les épices à ça parce qu'il y a tellement de bienfaits. Alors les épices, pas forcément dans le sens qui pique la bouche, ouais. Mais le curcuma, le gingembre, la cardamone, la cannelle, il y a plein d'épices qui sont tellement bons pour la santé qu'on en profite. Bien. Et en parlant de trucs qui piquent la bouche, il y a un aliment mais dont on ne connaissait pas forcément les vertus, c'est le piment. Oui, le piment a des effets sympas pour la santé, enfin surtout pour la performance. En fait, il est même considéré dopant chez les chevaux parce qu'il a un effet antalgique. Et puis ça chauffe aussi les muscles. Donc vous l'avez parfois dans vos pommades pour chauffer les muscles avant un effort. Mmh. Le piment avec modération quand même. Oui. Peut-être à éviter la veille d'une compétition. C'est vrai que ces effets sur le système digestif peuvent être un peu problématiques. Si on a un marathon le lendemain, ça peut piquer. Voilà, non, il faut l'utiliser pour l'anecdote en fait. C'est assez rigolo, je trouve, comme anecdote. Non, mais pour l'anecdote, non, c'est très sérieux. Il y a des études. Oui, bien sûr. Voilà, mais dans la nutrition, je l'utilise anecdotiquement, mais c'est vrai qu'il y a des études scientifiques qui prouvent son effet. En fait, il stimule les mêmes récepteurs que ceux de la douleur. Et il y a même un effet anti-crampe qui a été constaté dans certaines études. Alors, ils ont fait un mélange de cannelle, gingembre, piment, et qui pourrait avoir un effet anti-crampe. Alors, c'est difficile à analyser parce que ça a été utilisé sur des crampes. Les crampes, c'est difficile de savoir quand on va les avoir. Donc, on fait des crampes électrostimulées. Donc, c'est difficile de le programmer. Mais bon, il y a des vertus, oui. Alors, il y a un truc qui marche très bien pour les crampes. C'est le jus de cornichon. Oui. D'abord, ce qui marche le mieux, c'est de s'entraîner. Oui. On parle de nutrition ce matin. Mais d'accord, on ne peut pas louper ça. Mais oui, effectivement, il y a quelques études qui montrent que le jus de cornichon, c'est-à-dire le vinaigre qui accompagne le cornichon, a des vertus contre les crampes, mais assez rapides. En fait, c'est juste le passage en bouche et en 10 secondes, on soulage au moins partiellement et on réduit la durée des crampes. Bon, alors, c'est difficile de se balader avec son jus de cornichon. Non, mais vous l'avez testé ou pas ? Non, parce que j'ai pas eu de crampes. Ah, vous n'avez jamais de crampes ? C'est rare. Bon, voilà. Chez vous testez et vous nous dites si ça fonctionne. En fait, il faut partir. J'ai déjà prévu le truc. Il faut partir avec une petite fiole. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand on va avoir des crampes. Donc, vous êtes sérieux ? Quand vous, en compète, quand vous êtes en train de courir, vous avez votre petite fiole de jus de... Non, parce que je n'ai pas de crampes. En fait, je m'entraîne bien et je n'ai pas de crampes. Par exemple, puisque c'est un livre de recettes, il y a 101 recettes, vous dites que l'aliment idéal pendant l'effort, et on parle d'un effort d'endurance, c'est le gâteau de patates douces et au riz. Et pour le prouver, vous dites, je suis très sérieux, parce qu'il y a des études au Japon qui l'ont prouvé.
Oui, alors oui, c'est une recette assez spécifique de gâteau de patates douces. On fait un gâteau, la patate douce cuite à la vapeur. Et le principe de rajouter du riz gluant, c'est de redonner un peu de texture, parce que sinon on se retrouve avec une purée. Du coup, on apporte des glucides, parce que la patate douce et le riz, il y a pas mal de glucides. C'est le carburant de l'effort. Et on apporte aussi des antioxydants, parce que les patates douces, surtout quand elles sont oranges, sont riches en antioxydants. Donc c'est un moyen, parmi tant d'autres, d'apporter des glucides à l'effort le plus naturellement possible. Bon, c'est juré là aussi. Tout est basé sur les études scientifiques. Bien. Alors, votre livre, je rappelle, s'appelle 101 recettes pour les sports d'endurance aux éditions Thierry Soucard. Vous faites démarrer l'endurance où, vous ? Est-ce que, par exemple, une séance à la salle de muscu de 2 heures, c'est de l'endurance ou pas ? Alors, non, c'est pas strictement de l'endurance, parce qu'eux, ils ont principalement un travail musculaire, de force, entrecoupé de récupération, de temps de récupération. Donc là, eux, ils ont une dépense calorique un petit peu différente et ils n'ont pas besoin de durer dans l'effort. Le principe de l'endurance, c'est plutôt de durer dans l'effort. Et la dépense calorique, à part quand on fait du fractionné, mais là, on est à l'entraînement, on n'est plus dans la même recherche de performance. Mais le principe, c'est d'apporter de l'énergie pour pouvoir permettre de durer et de pouvoir courir, rouler, pédaler le plus vite possible, le plus longtemps possible. Et donc, le but, c'est de suppléer cette dépense calorique qu'on va avoir, cette dépense de glucides qu'on va avoir. Donc, ça part sur les efforts de, on va dire... Semi-marathon, c'est l'endurance. Voilà, 1h30. À partir d'1h30, on commence à avoir besoin, 1h30, 2 heures, on commence à avoir besoin d'énergie. Après, ça dépend du niveau. Quelqu'un qui va faire un semi-marathon en 1 heure, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va faire un semi-marathon en 2 heures. Donc là, celui qui le fait en 1 heure, il n'aura pas besoin de se fournir en énergie, alors que celui qui va le faire en 2 heures aura besoin de se fournir en énergie. Donc, votre spécialité, à vous, c'est la nutrition de l'endurance, mais en optimisant les performances. On est bien d'accord que c'est pour gagner en performance aussi. Les deux choses. Il y a gagner en performance, préserver sa santé et prendre soin de sa santé. Souvent, ça va ensemble. Parfois, quand on fait de l'endurance, on peut faire un peu plus d'écart durant l'effort parce que l'organisme à l'effort n'est pas la même chose que l'organisme au repos. Et il va avoir besoin de choses différentes. C'est-à-dire que on va pouvoir prendre des aliments à un glucidide, un index glycémique élevé durant l'effort, parce que tout de suite, le muscle va les appeler et va s'en servir. Alors que si on est au repos et qu'on prend les mêmes aliments, le muscle n'est pas en appétence et ça va se retrouver à fabriquer du gras, ce qui n'est pas du tout le même effet. Donc, c'est ça la différence. Mais la même nutrition en dehors des repas est bénéfique pour les deux de la même façon, pour la santé et pour la performance. Mais est-ce que ça veut dire que le sportif d'endurance doit avoir une alimentation spécifique ? Alors, il doit avoir une alimentation classique comme la pyramide méditerranéenne, comme on le recommande. Mais en plus de ça, il doit avoir des spécificités. C'est-à-dire que s'il s'entraîne beaucoup, il va avoir besoin de plus de glucides. C'est-à-dire qu'il va avoir besoin d'une alimentation durant l'effort. Et c'est-à-dire qu'il va avoir besoin d'une ration de récupération. Les principales différences sont là. Donc ça joue en quoi ? Ça joue en quantité de glucides dans la journée. Le sportif d'endurance en a besoin de plus. Ça se joue en besoin protéique parce qu'il y a quand même des micro-traumatismes musculaires. Donc le sportif va avoir un besoin d'un peu plus de protéines qu'un sédentaire. Et tout ça, on va le trouver dans la ration quotidienne, dans la ration à l'effort et dans la ration de récupération. C'est ça que vous distinguez. Il y a l'entraînement, la course, enfin la compétition, et après il y a la phase de récupération. Donc qui sont 3 moments où on ne s'alimente pas de la même façon. Tout à fait. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Pendant des années, pour ceux qui ont fait des courses d'endurance, notamment des marathons, on nous a bassinés avec le fait qu'il fallait manger des glucides et qu'il fallait manger des pâtes et qu'il fallait en manger un tout petit peu avant la course pour pouvoir les stocker. Déjà, est-ce que l'organisme stocke les glucides ou c'est du grand n'importe quoi ? Alors oui, l'organisme stocke les glucides, mais les glucides en extrait, il les stocke en forme de gras. Par contre, on a une réserve de glucides qui sera disponible pour l'effort, qui est le glycogène musculaire. Sachant que un sédentaire va avoir 300 à 400 grammes maximum qu'il va pouvoir stocker dans ses muscles,
un sportif d'endurance va pouvoir monter à 600 ou 700 grammes de glycogène musculaire. Donc, le fait de travailler en endurance, on augmente nos capacités de stockage. Donc ça, c'est les glucides qui seront disponibles pour le marathon, puisqu'on parlait du marathon. Alors, glycogène, pour tout le monde, vous expliquez ce que c'est ? Le glycogène, c'est la forme de stockage des glucides dans le muscle et dans le foie. C'est un peu notre amidon. D'accord. Donc, ça se stocke essentiellement dans le muscle et dans le foie. Voilà. D'accord. Et donc, comment on le fabrique, ce glycogène ? On le fabrique à partir des molécules de glucose qu'on avale, et le glycogène est une chaîne de molécules de glucose. En fait, du coup, l'avantage, c'est que c'est plus facilement stockable que plusieurs molécules de glucose dispersées. Quand vous dites on en stocke 600 grammes, ça veut dire quoi ? Expliquez-nous. Ça veut dire qu'on a dans nos muscles, parce que Ouais. c'est 600 grammes dans les muscles, dans nos muscles, on va avoir des petites réserves disposées de glycogène auprès des fibres musculaires. Comme ça, la fibre musculaire, quand elle a besoin de glucose, elle va aller piocher dans le glycogène qui est à proximité. Alors, comme ça ne parle pas forcément à tout le monde, par exemple, quand on fait une course d'endurance, on en a besoin de combien de glycogène ? Alors, ça, en général, on a besoin de plus que ce qu'on peut disposer. Donc, on va être obligé de se fournir durant l'effort. Après, ça va dépendre un peu de l'intensité à laquelle on va faire le marathon. En gros, on dit qu'il faut, on dépense en course à pied 1 kilocalorie par poids de corps et par kilomètre. Oui. Donc, sur un marathon, on va pouvoir monter 42 très haut. km. Ouais. Voilà, et pour quelqu'un qui fait 70 kg, 42, ça fait 70, ça fait 2800 kilocalories. 2800 kilocalories. Alors, la répartition entre les lipides donc les graisses et le sucre, le glucose, va dépendre de l'intensité de l'effort. Plus l'effort est intense, plus on va consommer de glucose. Plus l'effort est lent, plus on va consommer de graisse. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quand même aussi, c'est qu'on dispose de 600 grammes, mais on ne va pas pouvoir utiliser ces 600 grammes. Il y a une espèce de matelas de réserve que le muscle se préserve. Et donc, le fameux mur du marathon... C'est-à-dire qu'il n'est pas à zéro à la fin de la course. Non. D'accord, c'est ça. Ouais, il y a un matelas de sécurité que l'organisme se préserve, probablement hérité de notre passé, il y a des milliers et des milliers d'années de chasseurs-cueilleurs, où il fallait toujours se garder une sécurité parce qu'on ne savait pas ce qui pouvait nous arriver plus tard. Et si on rencontrait un prédateur, il fallait quand même disposer de réserves pour rentrer après une partie de chasse. Voilà, donc il y a cette espèce de matelas de sécurité, donc on ne va pas aller à zéro. D'accord. Et à peu près, pour faire 600 grammes, il faut combien de jours pour se constituer un tel stock ? Alors, comme on part jamais de zéro, c'est difficile de le dire. Par contre, ce qu'on sait, c'est que maintenant, en 2 jours de surcharge glucidique, on arrive à faire le plein. Ce matin, on s'appelle Fabrice Cuy, il est médecin du sport, ancien médecin de l'équipe de France d'haltérophilie, qui pratique des sports de longue durance, notamment l'Ironman, et que vous êtes l'auteur de 101 recettes pour les sports d'endurance aux éditions Thierry Soucard. On a parlé des glucides tout à l'heure. Donc, de toute la catégorie d'aliments, le glucide, c'est l'aliment du coureur ou du sportif endurant ? Alors, oui et non, c'est ce qui nous permet d'aller vite et d'accélérer, mais une bonne partie de notre carburant, ce sont les graisses, les lipides. En fait, notre organisme est hybride, il fonctionne avec un mélange de carburant. On est toujours en train d'utiliser un mélange dont la proportion varie en fonction de l'intensité de l'effort. Plus l'effort est intense, plus ce sont les glucides qui servent, et plus l'effort est lent, plus ce sont les graisses qui servent. Le principe de l'entraînement, c'est d'ailleurs de permettre à notre organisme une certaine flexibilité métabolique et de sauter facilement de l'un à l'autre, et surtout de privilégier les lipides. Parce que si on privilégie les lipides, on préserve nos stocks de glycogène musculaire. On a vu tout à l'heure qu'on avait 600 grammes. Or, les graisses, on en a beaucoup plus. Donc, on a beaucoup plus de réserves disponibles. Pas vous. Bah si, quand même. C'est vrai. J'ai quand même plus de 600 grammes de graisse. C'est vrai. Et donc, tourner avec ces graisses, carburer avec ces graisses, c'est beaucoup plus intéressant. Expliquez-nous un petit peu les méthodes qu'on appelle sleep low, train low et low glycogène. Alors, il y a des études scientifiques, parce que comme toujours, je me base sur les études scientifiques, qui montrent qu'on peut améliorer notre faculté à utiliser les graisses. C'est intéressant.
parce que c'est ce qui va nous permettre de durer plus dans l'effort, parce qu'on préserve nos glycogènes. Alors, le principe, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire l'entraînement en mode cétogène, c'est-à-dire les gens qui mangent très peu de glucides vont se retrouver à consommer énormément de graisse, mais ils perdent la faculté d'utiliser les glucides. Donc, ils sont un petit peu moins flexibles. Par contre, ils sont très voraces en graisse et ils peuvent durer longtemps dans l'effort. Le principe ça veut dire que dans l'effort, plutôt que d'utiliser le glycogène, ils vont utiliser les graisses, c'est ça ? Voilà, ils sont capables de doubler les capacités d'utilisation des graisses. Par contre, ils peuvent se retrouver un peu bridés quand il s'agit de monter une bosse un peu vite ou de faire une accélération. Et puis, c'est un régime qui est très restrictif, qui n'est pas toujours facile. Par contre, l'entraînement à glycogène bas, c'est qu'on va faire certaines séances où on va se priver volontairement de glucides. Et en particulier, on va priver nos muscles de glucides et de glycogène dont on a déjà parlé, parce que le glycogène n'est pas qu'une réserve énergétique, c'est aussi un déclencheur des adaptations à l'endurance. Quand vous faites une séance d'entraînement, vous allez baisser votre glycogène musculaire, le muscle le perçoit, l'organisme s'adapte et se dit « il m'est arrivé ça, je ne veux pas que ça se reproduise, donc je vais m'améliorer ». C'est ce qui fait le principe de l'entraînement. Donc il va y avoir des cascades de réactions biochimiques et l'organisme va se dire, il faut que j'apprenne à fonctionner mieux. Et fonctionner mieux, ça va être apprendre à consommer mieux les graisses. Donc, on va augmenter nos mitochondries. Mitochondries pour tout le monde. Mitochondries, ce sont des petits organites qu'on a dans nos cellules. Et c'est là qu'est fabriqué l'ATP qui permet le déplacement des fibres musculaires. En fait, les glucides, les lipides sont transformés en ATP pour... L'ATP va aller se fixer sur les fibres musculaires, ce qui fait le déplacement et ce qui fait donc le mouvement. C'est en fait la mitochondrie est notre centrale énergétique dans nos cellules. Et donc, le principe de l'entraînement à glycogène bas, c'est qu'on va jouer là-dessus. Et donc, en faisant une première séance d'entraînement où on ne mange pas, on vide le glycogène musculaire parce qu'on a fait de l'intensité, on laisse passer un temps. Comme le glycogène musculaire est abaissé pendant ce temps-là, toutes les petites cascades adaptatives sont en train de fonctionner, ça tourne à plein régime, et on s'adapte. Et on va faire une deuxième séance sans manger, parce qu'on ne voudrait pas que le glycogène remonte pour bloquer les réactions adaptatives. Donc, on fait une deuxième séance. Et là, on va encore baisser le glycogène musculaire. Et donc, les adaptations sont multipliées. L'exemple le plus simple de ça, c'est des choses que tout le monde presque a pratiqué, c'est l'entraînement à jeun. Alors, il y a deux écoles. Donc, souvent, on disait le matin, faut aller courir, il faut aller courir à jeun. Bonne ou mauvaise idée ? Bonne, mais pas la meilleure. Bonne parce qu'on va avoir l'insuline, donc qui est l'hormone dont manquent les diabétiques. L'insuline qui régule le mélange de carburant de l'effort, elle va être assez basse parce que durant la nuit, on n'a pas mangé. Donc, comme l'insuline est basse, on favorise l'utilisation des graisses. Donc, quand vous courez à jeun, vous faites du vélo à jeun, vous allez consommer plus de graisse que d'habitude. D'accord ? Donc, c'est intéressant pour ça. Par contre, il ne faut pas trop faire d'intensité parce que ça va être difficile. En revanche, comme vous avez passé la nuit sans faire grand-chose, le repas que vous avez mangé la veille a chargé vos muscles en glycogène, donc les adaptations à l'endurance sont un peu moins élevées que si vous faites un entraînement en ayant baissé le glycogène musculaire avant. L'entraînement à jeun, vous n'avez baissé que le glycogène du foie. Et c'est ça la nuance. Et donc... les séances d'entraînement à glycogène bas, c'est je m'entraîne une fois le matin, je ne mange pas et je me rentraîne le soir. Ou autre, ça c'est le train low, enfin c'est le bi-quotidien. Ou l'autre solution, c'est je m'entraîne le soir, je ne mange pas le soir et je m'entraîne à jeun le lendemain matin. Et ça, c'est le sleep low. Sleep, dormir, low en bas, donc dormir en bas au niveau du glycogène. En revenant là-dessus et en comparant ça à l'entraînement à glycogène à jeun le matin, il y a une étude qui a comparé donc, l'entraînement à jeun et une deuxième séance en bi-quotidien, c'est-à-dire l'entraînement à jeun le matin et la séance qui avait été faite l'après-midi alors qu'on s'était entraîné le matin sans manger. Et donc, on consomme plus de graisse quand on fait du bi-quotidien que quand on fait de l'entraînement à jeun. Et en plus, on dépense plus des adaptations. Donc, l'entraînement à jeun, c'est possible, mais ce n'est pas la meilleure solution. Il y a d'autres façons de faire. C'est accessible à tout le monde. C'est l'avantage, c'est qu'on peut le faire à la maison. Ça demande juste un petit peu d'entraînement. Ça demande juste un petit peu de ne pas partir loin de la maison sur les premières séances, parce que les premières séances risquent d'être difficiles. Mais au fur et à mesure, on s'y habitue. Notre organisme progresse. Notre organisme apprend à consommer plus de graisse, mais ne perd pas la faculté d'utiliser le glycogène musculaire, ne perd pas la faculté de stocker du glycogène musculaire. Au contraire, il apprend à en stocker encore plus, tout ce qui est important pour l'endurance.
Vous êtes intéressé notamment aux jeunes, c'est la mode en ce moment, les jeunes intermittents, et l'impact que ça a sur les performances et notamment sur les sportifs endurants. Si on prend un jeûne qui est très particulier, qui est le jeûne du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on peut conseiller à un sportif endurant pendant le mois de Ramadan? Est-ce qu'il est plus pertinent qu'il s'entraîne le matin ou juste avant de reprendre de s'alimenter en fin de jeûne? Alors, si on veut profiter des effets du jeûne sur la performance, dans le mode glycogène bas, il faudrait s'entraîner le matin, avoir le temps de s'hydrater avant de débuter le jeûne, et par contre ne rien manger, parce que là on a laissé le glycogène en bas, et donc on va profiter des adaptations durant toute la journée. On peut faire comme ça. En fait, moi je considère que le sport débutant le jeûne va pouvoir avoir baissé le glycogène plus rapidement, et on va espérer avoir un jeûne intermittent plus violent au départ pour avoir une durée plus courte, mais autant de bénéfices qu'un jeûne qui aurait été plus long. Voilà, on est sur des durées de 15, 16 ou 17 heures. C'est quand même, c'est pas des jeûnes courts pour le coup. On est d'accord. Moi, là, je parle sur le côté, le côté sportif. Après, le problème, c'est l'hydratation aussi. C'est-à-dire que dans ce que je recommande avec l'entraînement à glycogène bas, il y a toujours une hydratation à faire dans la journée. Mais quel est l'impact, si on l'a déjà mesuré, et vous dites qu'il n'y a pas énormément d'études aujourd'hui sur la mesure de l'impact du jeûne intermittent sur les sports d'endurance. Qu'est-ce qu'elles disent, ces études? Alors, les études, les études, elles sont faites surtout sur le ramadan, parce que sur le jeûne intermittent, il y a moins d'études, et qu'en fait, on s'est surtout penché pas sur des études interventionnelles, mais sur ce que l'on constatait chez les athlètes qui étaient contraints de s'entraîner dans ces conditions-là. On remarque une baisse des performances, on remarque une baisse des capacités d'entraînement à haute intensité. On remarque qu'à ce moment-là, l'entraînement est plus difficile et qu'il faut l'adapter, le réduire, privilégier l'endurance, ne pas trop empiéter sur le sommeil aussi, parce que si c'est durant l'été, ça peut être compliqué de cumuler entraînement et sommeil. Pour les alors justement pendant ces phases de Ramadan, donc ce qui peut expliquer que pendant le mois du Ramadan, on peut pas être à 1000% de ses capacités. Non, c'est difficile. C'est difficile parce que pour une bonne récupération, on sait qu'on a besoin de glucides régulièrement. Pour une bonne récupération, on sait qu'on a besoin de répartir les protéines sur 3 ou 4 prises au quotidien. Et dans ces périodes de Ramadan, répartir les protéines en 4 prises quotidiennes, c'est pas faisable. Et donc, au niveau récupération musculaire, on va avoir beaucoup plus de difficultés. Donc, c'est vraiment un moment où il va falloir réduire, s'adapter, faire autrement, profiter de certaines choses. Mais c'est pas là où on est capable de réaliser des performances. Qu'est-ce que vous pensez des boissons qu'on trouve aujourd'hui pour la performance déjà? Est-ce que vous les trouvez adaptées? Alors oui, alors déjà il faut faire un distinguo entre les boissons énergétiques qu'on trouve en canette avec des noms d'animaux, qui ne sont pas du tout dédiés à la performance, et des boissons de l'effort en poudre qu'on trouve dans les magasins de sport, qui sont bien pensées, pas toutes bien réalisées, mais pour une partie qui sont correctes. Il faut regarder la composition. On avait fait dans un de nos livres, on a fait un comparatif, et c'est vrai qu'il y en a 5 qui sortent du lot qui sont vraiment bien. Les autres, il y en a pas mal qui sont correctes mais un petit peu moins bien, et puis il y en a quelques-unes qui sont plutôt mal pensées. C'est pas des boissons qu'on doit recommander en dehors de l'effort, c'est des boissons qui sont destinées à l'effort et qui ne doivent pas être buvables en dehors de l'effort. C'est-à-dire qu'on les boit pendant l'effort? Pendant l'effort. Elles ne sont pas dédiées aux autres périodes parce qu'elles ont un index glycémique donc très élevé, ce qui est tout à fait compatible et recommandé durant l'effort, parce que ça veut dire que ça ne va pas stagner dans le tube digestif et pas de troubles de l'effort, et ça sera pas de troubles digestifs, et ça sera rapidement disponible pour les muscles. Mais par contre, elles ne sont pas du tout adaptées en dehors de l'effort. Bien.
Vous expliquez dans votre livre comment utiliser les index glycémiques en fonction du moment où on est de l'entraînement. Quel usage vous en faites, vous, des index glycémiques ? Alors, en dehors de l'effort, moi je privilégie les index glycémiques bas parce que c'est ce qui permet de ne pas surstimuler l'insuline, c'est ce qui permet à notre organisme de fonctionner au mieux. Durant l'effort, le but, c'est de ne pas avoir de troubles digestifs parce que c'est quand même très fréquent. Et par exemple, sur des ultra-trails de 160 km, c'est la deuxième cause d'abandon. Et ça, vous expliquez que dans la vie, on s'entraîne au sport, mais qu'on entraîne aussi son intestin. Voilà, il faudrait l'entraîner. Bon, on ne le fait pas tous, mais il faudrait l'entraîner à l'entraînement. Alors, qui a couru un marathon, effectivement, comme vous dites, une course de longue durée, si ça commence à glouglouter au bout de 10 km, c'est mort. Hein. Voilà, non, alors on a prouvé scientifiquement qu'on pouvait améliorer ses facultés digestives en s'alimentant régulièrement durant l'effort. Or, tout le monde ne le fait pas. Combien de fois de gens partir pour un entraînement long sans rien à manger, sans rien à boire, ou mettre 10 km ou des choses comme ça. Or, s'ils le font régulièrement, ils améliorent les capacités intestinales à assimiler le glucose, ce qui va faire que le glucose sera disponible pour les muscles et ne stagnera pas dans le tube digestif. S'il ne stagne pas dans le tube digestif, il n'y a pas de trouble digestif. D'accord. Ou en tout cas, il y en a moins. Donc, on mange pendant l'effort. On mange pendant l'effort et on l'apprend avant. Et qu'est-ce qu'on mange ? Alors, on mange des glucides, parce que c'est la seule chose dont on va avoir besoin. Donc, soit les glucides dans une boisson de l'effort, soit dans des gels. Les gens supportent mal les gels souvent, mais c'est parce qu'ils ne les prennent pas avec de l'eau. Il faut le prendre avec de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un gel pour Un gel, c'est des espèces de, c'est des glucides concentrés dans une petite forme. Il y a 20 grammes de glucides dans une petite topette à avaler directement. Et on peut utiliser aussi des bananes. Moi, je trouve que c'est un très bon aliment de l'effort, mais c'est un peu plus volumineux. On peut utiliser aussi des barres de céréales, qui est un peu plus difficile à mâcher, mais qui est bien. Alors, ça dépend un petit peu de quelle vitesse on va. C'est sûr que Kipchoge, quand il court le marathon, une barre de céréales, ça va être difficile à assimiler. Mais quelqu'un qui va faire le marathon en 4 heures, il va avoir plus de facilité pour le faire. Voilà, je vous parle d'un livre de recettes un peu particulier ce matin parce que ça s'adresse aux sportifs et aux sportifs endurants. Mon invité est le docteur Fabrice Kuhn qui a coécrit 101 recettes pour les sports d'endurance aux éditions Thierry Soucard. Alors, il y a énormément de recettes que vous-même avez testées. Vous dites qu'il faut faire ses pâtes soi-même, puisqu'on parlait tout à l'heure d'index glycémique, et que quand on fait des pâtes fraîches, l'index est moins élevé. Oui, tout à fait, en fait, parce que puis c'est simple à faire des pâtes. Finalement, c'est de la farine et des œufs. On peut choisir des farines différentes, on peut choisir des farines complètes, on peut choisir des farines de seigle. Il y a même des recettes de pâtes avec de la farine de châtaigne. On peut faire avec de la farine de sarrasin pour ceux qui sont intolérants au gluten. On peut rajouter des aliments dedans qui vont réduire l'index glycémique, comme de la spiruline. Finalement, c'est assez facile à faire, ça change. Ça peut amuser la famille. C'est vrai que quand je le fais avec mes filles, ça les amuse bien de le faire. Ça les amuse, mais est-ce que c'est bon ? C'est ça. Voilà, c'est bon. Bon. Il y a vraiment des recettes incroyables dans votre livre. Il y a risotto de lentilles, curry d'escargot, car les escargots, c'est plein de protéines. Il y a des sardines yassa. Alors moi, je connaissais beaucoup de choses yassa. Je connaissais pas forcément la sardine yassa. Je la connaissais pas, mais je l'ai inventée. C'est une création, d'accord. Il y a un flan au thé vert. On va voir. Il y a vraiment et puis on parlait tout à l'heure des barres de céréales, mais vous avez aussi beaucoup de recettes de barres, qu'elles soient salées ou sucrées d'ailleurs. Alors tout à fait. Alors les barres de céréales, finalement, c'est assez facile à faire, parce que le principe, c'est à peu près 30 grammes de flocons d'avoine ou de flocons de céréales qu'on peut trouver, 30 grammes de miel, 30 grammes de fruits secs, et on peut y rajouter des épices ou des choses comme ça. Alors moi, celle que j'aime beaucoup, c'est rajouter un peu de gingembre frais, que j'ai utilisé sur l'Eco-Trail Paris, la course de 80 km. Et c'est vrai que se retrouver avec un peu de gingembre frais, parfois quand on est un peu dans le dur, ça donne un peu de tonus, ça donne une sensation de fraîcheur assez agréable. Et on sait aussi que les sportifs en ont en compétition souvent marre de manger du sucré et que du salé, on en trouve rarement. Donc faire ces barres de céréales soi-même avec du salé, c'est un vrai plus. Et puis connaître une recette comme ça, après, ça permet de s'organiser autrement et de faire les recettes qui nous font envie avec les aliments qui nous font envie. Et c'est tellement simple. Voilà, et vous parlez du gingembre. Alors le gingembre, on compare de toutes les vertus, de toutes les qualités, mais finalement, vous dites que le gingembre, c'est un aliment parfait pour les courbatures. Oui, c'est anti-inflammatoire. Ouais. Et donc, ça permet de limiter un peu les courbatures, parce que les courbatures dépendent en partie de l'inflammation que nos muscles ont subie. Et aussi, c'est antioxydant, c'est un puissant antioxydant et qui a un impact aussi sur les courbatures. Alors, vous attendez pas à un alignement
miracle. D'ailleurs, l'aliment miracle n'existe pas. On est clair. Voilà, hein. C'est pas parce que c'est bon que. Voilà, c'est un plus et en plus, le goût est sympa. Donc, mais autant en profiter. vous dites que finalement, l'inflammation, c'est l'ennemi du sportif. Alors, c'est à nuancer. L'excès d'inflammation est l'ennemi du sportif, autant que l'excès d'inflammation est l'ennemi de notre santé, parce que c'est l'inflammation en excès qui participe à la genèse des cancers, des maladies cardiovasculaires, de la maladie d'Alzheimer. Donc, l'excès d'inflammation est néfaste. Par contre, il faut garder un peu d'inflammation, parce que l'inflammation permet de nous reconstruire. Et si on bloque l'inflammation, on ne reconstruit pas au niveau des muscles. Et par exemple, un excès de glace juste après un effort, c'est bien, ça va nous soulager, mais ça va retarder un peu la construction musculaire. On s'est aussi rendu compte que la glace, c'est bien sur une entorse, mais si on en fait trop, on retarde la reconstruction du ligament qui va mettre un peu plus de temps à être solide. Donc en fait, il faut trouver le juste milieu. Un petit peu d'inflammation, mais pas d'inflammation excessive. Or, notre alimentation, riche en oméga 6, favorise plutôt l'inflammation excessive. La question des derniers repas avant une compétition d'endurance, c'est une question que beaucoup de sportifs se posent. Qu'est-ce qu'on mange avant une compétition endurante ? Alors, déjà, la pasta party, on l'évite, parce que la pasta party, la veille d'une épreuve, c'est pas une bonne idée. Si on veut faire une pasta party, on la fait 2 jours avant, parce que la veille d'une épreuve, on n'a pas besoin de faire le stock de glycogène musculaire, parce qu'on ne va pas faire grand-chose, donc on ne va pas consommer notre stock de glycogène musculaire, et la pasta party peut nous fatiguer. Souvent, on se retrouve avec des pâtes trop cuites qui ne sont pas bonnes. Et qu'il faut monter l'index glycémique. Voilà. Donc, on peut faire autre chose que des pâtes. On peut faire des lentilles, on peut faire du riz. Moi, j'aime bien le riz basmati, les veilles de compétition, parce que ça se digère bien, c'est facile, c'est un index glycémique bas. Ça m'arrive même de le manger au petit-déj avant une compétition. Donc voilà, la pasta party, on fait autrement et on le fait en amont. Mais d'ailleurs, des compétitions ont commencé à le constater. C'est vrai qu'il y a des épreuves où la pasta party est le vendredi pour une compétition le dimanche. Ça, c'est beaucoup plus intelligent. Sinon, pour le reste, on va éviter, si on fait un repas la veille, on va éviter ce qui est trop de fibres, parce qu'on n'a pas tous envie d'aller courir aux toilettes au milieu de la compétition. On va prendre des aliments faciles à digérer, donc pas trop de gras, mais un petit peu quand même, parce que ça permet de diminuer l'index glycémique. Moi, je privilégie le riz basmati parce que l'index glycémique est bas, pas trop de fibres, ça se digère très bien. Un peu de poulet, un petit peu de poisson blanc, un petit peu de légumes avec pas trop de fibres, qu'on cuit pour une digestion plus facile, un fruit, et on a un repas qui est assez facile à digérer et qui peut être sympa. Le sportif de salle, en tout cas celui qui fait de la gonflette, de la musculation, a cette image de consommer beaucoup d'escalopes de poulet ou d'escalopes de dinde ou de blanc de poulet ou de blanc de dinde. Le coureur endurant, quel usage en fait-il ? Quelle consommation en a-t-il ? Ça dépend. Maintenant, on a aussi la mode des véganes qui ne mangent pas de poulet, donc il y a cette partie-là. Nous, les sportifs d'endurance, n'ont pas cette vision spécifique du blanc de poulet. Ils essaient de manger des protéines régulièrement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de plus de protéines qu'un sédentaire. On a besoin de répartir cette ration de protéines en 4 fois. C'est ce qui est idéal. Quand vous dites 4 fois, ça veut dire sur une journée, ça fait quoi ? Ça veut dire petit déjeuner, midi, soir, et éventuellement ration de récupération. Alors quand je dis protéines, c'est pas forcément de la viande, ça peut être des protéines animales, ça peut être des œufs, ça peut être du poisson, ça peut être des protéines végétales. Mais on a besoin de répartir. C'est vrai que c'est une des choses sur lesquelles j'insiste quand je parle avec des sportifs, j'insiste sur leur petit déjeuner qui souvent ne contient pas assez de protéines. Alors, le petit déj à la française, baguette, confiture, c'est pas une bonne idée. Notamment à cause du pic d'insuline. Ouais. Et puis parce qu'il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de bonne graisse, il n'y a pas de protéines. Donc pour vous, un petit déjeuner idéal, c'est quoi ? Alors, mon petit déjeuner, moi je prends des noisettes, des amandes, des œufs, un peu de pain complet et un fruit. Un peu de pain complet avec du beurre et un fruit. Et voilà, j'ai un petit déjeuner qui me va bien. Après, je peux m'organiser un petit peu autrement. Ça m'est arrivé de manger un peu de saumon fumé ou plutôt que des œufs ou plutôt des galettes de sarrasin plutôt que du pain. Voilà, enfin, la base, c'est un peu de glucides avec un index glycémique modéré, un peu de protéines, un fruit
il y a un peu de bonne graisse, donc c'est vrai que les oléagineux, les noisettes, les amandes en général remplissent bien cet office. Alors, à noter que sur les recettes qui accompagnent les 101 recettes de votre livre, il y a plusieurs indices que vous incluez dedans pour ceux qui aiment bien ça. Donc, vous avez le pourcentage de protéines, le pourcentage de glucides, vous avez l'indice glycémique et vous avez l'indice PRAL. Qu'est-ce qu'on appelle l'indice PRAL qui est peut-être moins connu ? Ah, c'est sûr que c'est moins bien connu. En fait, l'indice PRAL, c'est en anglais Potential Renal Acid Load, c'est-à-dire que c'est la faculté de votre aliment à acidifier votre organisme. Ça ne veut pas dire que votre pH va se modifier, ça veut dire simplement que votre organisme qui reste à un pH stable va être obligé de s'y adapter. Exemple, un aliment très acidifiant, la viande ou le fromage. Donc, un aliment acidifiant, c'est pas forcément un aliment dont le goût est acide. Voilà, le citron par exemple est alcalinisant, donc l'inverse d'acidifiant, mais a un goût acide. La tomate est acide, mais est alcalinisante. Donc la viande, il va falloir tamponner cette acidité, et le fromage, il va falloir tamponner cette acidité. On va aller chercher des tampons dans notre organisme. Alors, comment on tamponne ? En allant piocher du calcium dans nos os et parfois dans nos muscles. Et donc c'est pour ça qu'il y a une théorie qui dit que finalement manger trop de laitage et de fromage apporte du calcium, mais comme on est obligé d'aller le piocher dans nos os pour compenser ça, ça pourrait favoriser l'ostéoporose, et c'est pour ça que les Asiatiques qui ne mangent pas de laitage auraient moins d'ostéoporose. Et l'autre impact, c'est vrai que sur la performance, il y a une ou deux études qui ont montré que avoir un régime acidifiant dégradait un peu les performances, probablement parce qu'on va piocher dans les tampons dont on a pour tamponner cette acidité produite par l'effort aussi. Finalement, on va aller par un biais chercher ce qu'on aurait bien aimé trouver ailleurs. Alors vous dites que le lait de vache et de soja seraient de bonnes boissons de récupération. Alors oui, ils sont de bonnes boissons de récupération, mais ça dépend des gens. Alors, si on est intolérant au lactose, le lait est moins intéressant. Le lait de vache. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que ça nous apporte tout ce dont on a besoin en mode de récupération. Juste après l'effort, on a besoin de récupérer. Alors pas après un jogging de 30 minutes, mais après une bonne séance, on a besoin de récupérer. On a besoin de récupérer pourquoi ? Pour restocker notre stock de glycogène, donc notre glucose dans nos muscles. On a besoin de récupérer pour réparer les micro-dégâts musculaires, d'où l'intérêt des protéines qui sont dans le lait de soja ou dans le lait de vache. On a besoin de minéraux que l'on trouve dans les deux, ce qui fait qu'on remplit les objectifs de la ration de récupération. Pour le lait, plusieurs études ont montré que ça avait un bénéfice sur la récupération et donc de pouvoir enchaîner les séances. D'accord, donc ça veut dire quoi en phase de récupération combien un verre de lait, c'est bien. Voilà, un verre de lait. Mais on peut faire du lait de soja et on peut faire autrement parce qu'on peut trouver cela dans des fruits et des légumes avec un peu de protéines, avec un œuf ou quelque chose comme ça. Donc il y a d'autres solutions de faire. Est-ce que la caféine améliore les performances en endurance ? Oui. La caféine améliore les performances en endurance pour plusieurs raisons. Alors, comment est-ce qu'on en profite pleinement ? Dites-moi. Alors, comment on en profite ? Il faut prendre une ration de caféine bien ciblée au moment de l'effort. Il faut savoir que son temps entre l'ingestion et l'efficacité, c'est entre 30 minutes et 1 heure. Donc, c'est pas efficace tout de suite. Voilà. Donc, il faut cibler. Si on part sur un marathon, il peut être intéressant de prendre cette caféine au moment où on va rencontrer le mur, c'est-à-dire vers le 30-35e kilomètre. Et donc, dans ce cas-là, il est peut-être intéressant de le prendre au 20e kilomètre, au semi-marathon, pour avoir ce surplus d'énergie, entre guillemets. C'est surtout un effet psychologique au moment espéré. On boit un café. Voilà, par exemple. Ou alors, il y a des gels caféinés. On parlait de gel tout à l'heure. Il y a des gels caféinés. Mais il vaut mieux avoir un effet shot, comme ça, qu'avoir une caféine diluée tout au long de son effort, parce qu'on ne va pas avoir une concentration suffisante à un moment donné pour être bénéfique. Bon, allez, tous les sportifs d'endurance peuvent lire 101 recettes pour les sports d'endurance. On n'a pas encore cité votre co-auteur, Doc. Hugues Daniel. Le docteur Hugues Daniel, qui est avec vous. L'éditeur, c'est Thierry Soucard. À noter que vous avez aussi un blog. Oui, j'ai un blog. Pour tous les passionnés d'études concernant l'endurance et le sport. Donc, on le trouve où, votre blog ? Alors, sur le site de mon éditeur, Thierry Soucard.
on a des blogs à notre nom chaque auteur. Bien, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, c'était passionnant. On a appris plein de choses ce matin. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous revoyez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci et très belle journée santé sur Beurre FM.